Bonjour et bienvenue pour cette avant-dernière étape de notre voyage à travers l'Atlas des îles abandonnées de Judith Shalansky. Aujourd'hui, nous allons à 150 km à l'est de l'île de Ross pour nous rendre sur l'île qui porte elle aussi le nom d'un célèbre capitaine de la marine d'exploration, l'île Franklin, une île inhabitée de 33 km². L'HMS Terror et l'HMS Erebus ont fait leurs preuves dans les glaces. Ces porteurs de mortiers sont aussi élégants qu'un carton à chaussures, mais leur coque est robuste et leurs entrailles blindées contiennent 15 tonnes de lourdes machines à vapeur. Ce sont des navires de guerre équipés pour la bataille contre les glaces. Un matin, dans le brouillard qui se dissipe enfin, ils se retrouvent dans une profonde baie blanche qui fait partie d'une île. Le capitaine James Clark Ross quitte l'Erebus accompagné de quelques officiers et entreprend de gagner l'île à la rame, suivi du commandant Francis Crozier et d'un groupe d'hommes du Terror. La barre de vague est haute, violente, et le capitaine doit finalement monter dans un autre canot d'où un saut audacieux le propulse sur un rocher. Les autres le suivent en s'aidant d'une corde. Il fait si froid que la terre est couverte d'une couche de verglas. L'île est entièrement constituée de roches basaltiques. Sur le versant nord, les récifs noirs sont striés de bandes immaculées de plusieurs pieds de large. Nulle trace de végétation. À la satisfaction générale, le capitaine Ross baptise l'île du nom de Franklin, en l'honneur de Sir John de la Royal Navy, le héros naval de Trafalgar, alors gouverneur du Van Diemen's Land et chercheur polaire qui rêve encore du passage du Nord-Ouest. 4 ans plus tard, Franklin ira chercher ce raccourci par les glaces, ce chemin vers l'Orient. Pour cette expédition, seuls 2 navires entrent en ligne de compte, le Terror et l'Erebus. Le commandement du Terror échoit à Francis Crozier, le premier officier, éternel second. Devant la côte septentrionale de l'île du roi Guillaume, ils sont pris dans les glaces. Le monde attend en vain de leurs nouvelles. La plus grande entreprise de recherche de l'histoire se met en branle. Le capitaine Ross part lui aussi à leur recherche avec des bateaux et des chiens de traîneau. Il ne trouvera pas Sir John, ni son ami Crozier, ni les 2 bombardes avec lesquels il arpenta ici la côte antarctique, le Terror et l'Erebus. La terreur et les ténèbres restent portées disparues. Une petite île basaltique sera le mémorial de Franklin, mais sa tombe, elle, gît sous les glaces du pôle opposé. Alors, à l'époque où Judith Shalansky a écrit ce texte, effectivement, plus de 250 ans après cette expédition, l'Erebus et le Terror n'avaient toujours pas été retrouvés. Et c'était un des grands mystères de la navigation arctique, puisque plus de 200 marins étaient partis à bord de ces 2 navires. C'était le fleuron de la marine anglaise. La marine anglaise était à l'époque la plus puissante marine du monde, et elle allait, là, par le nord, vaincre le passage du Nord-Ouest et enfin trouver cette route qui ralliait l'Europe à l'Asie par le nord, économisant ainsi presque 10 000 km de route. Vous imaginez l'argent que cela peut représenter. Donc ce passage du Nord-Ouest avait été une quête de longue date et l'expédition Franklin avait pour but d'enfin le trouver. Et en fait cette expédition a disparu, corps et âme. Et personne ne l'a jamais retrouvé. Encore donc à l'époque où Judith Shalansky écrivait ce livre, aucune trace de ces 2 navires. Je me permets cet aparté parce que c'est très récemment, il y a 4 ou 5 ans, le livre-là a été écrit en 2009, traduit en français en 2010, et c'est, je crois, aux alentours de 2020 ou 2019 que les technologies modernes qui permettent d'aller sonder très en profondeur avec des appareils de vision sous-marine ont pu mettre à jour les épaves de l'Erebus et du Terror. Alors, pour la petite histoire, on les a localisés dans l'Arctique, à des endroits
dans lesquels les Inuits avaient déjà expliqué à nos bons Européens, à l'époque, quelques mois après la disparition de l'Erebus et Terror, quand les premières missions de recherche sont arrivées dans ces régions boréales pour essayer de retrouver les épaves, ils ont croisé ces Inuits qui leur ont dit oui, ils sont là. Évidemment, c'était des Inuits, des sauvages, des païens. On ne les a pas crus. Et il a fallu 250 ans pour qu'on découvre les 2 épaves à l'endroit qu'ils avaient indiqué. Je vous dis à demain pour cette fois la dernière étape de notre voyage dans l'Atlas des îles abandonnées de Judith Chalansky. À demain.